Monsieur Zundi. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter, s'il vous plaît, et puis nous présenter l'organisation que vous représentez pour cet entretien, le International Institute of Sustainable Development. Vous allez me rappeler comment on dit en français. Merci. Bonjour. Encore une fois de plus, Héloïse. Vraiment, merci pour cette invitation. Également, cette opportunité, je dirais, qui tombe à un moment très important, un moment où voilà, la conversation autour des questions pertinentes qui minent vraiment le développement international sont à l'ordre du jour, notamment les questions relatives à l'environnement, à la santé, à questions géopolitiques, tout ça. On va avoir cette opportunité d'échanger sur ce sujet vraiment très, très important. Alors, moi, c'est Zakaria Azundi. Je suis à l'Institut international pour le développement durable, en anglais ISD, ou International Institute for Sustainable Development. À la base, je suis économiste, également analyste de données. Et à l'Institut, je travaille sur les questions de mesure de progrès qui partent au-delà du produit intérieur brut et qui prennent en compte plusieurs facteurs qui définissent vraiment la richesse des nations au sens large, à savoir le capital naturel, le capital physique, le capital humain, le capital social, le capital financier. On aura peut-être l'occasion d'aller un peu plus en détail sur ce sujet. Mais ASI, de façon générale, travaille sur les trois piliers de développement durable et l'action, les efforts que nous menons touchent une centaine de pays à travers le monde. D'accord. Oui, vaste topic, donc vaste sujet abordé à l'ISD, mais c'est très intéressant et notamment sur votre profil LinkedIn. Donc, j'ai vu que vous publiez un certain nombre de contenus que je trouvais très intéressants sur la question, la conversation sur le PIB et la nécessité de dépasser la mesure du PIB comme mesure de succès pour les pays. Et donc on explique depuis un petit moment que c'est plus une mesure qui est sustainable, qui est durable sur le long terme. Et ça a du sens pour moi, même si je serais ravie d'en revenir déjà sur peut-être ce point-là. Mais moi, ce que je voulais aussi beaucoup aborder avec vous, c'était par quoi est-ce qu'on remplace le PIB? Parce que ça, c'est la partie de la conversation en général où ça devient plus flou pour moi. J'ai entendu parler ici là de différentes mesures de succès, mais par quoi remplacer le PIB, c'est là que ça devient un peu confus. Donc, je serais ravie d'entendre votre avis, vos connaissances sur le sujet. C'est une très belle question. Et également, cette question-là revient tout le temps lorsqu'on parle du produit intérieur brut. Et ça fait quand même du bien d'entendre, voilà, de plus en plus de personnes s'en rendent compte que le PIB a des limites. Alors, une petite clarification sur ce sujet, c'est que lorsqu'on parle d'aller au-delà du PIB, il ne s'agit pas vraiment de remplacer totalement le produit intérieur brut, mais plutôt de le compléter avec d'autres mesures qui reflètent vraiment la richesse des nations. Et cela pour vraiment certaines raisons. On peut partir de la base du produit intérieur brut. Comment est-ce que le PIB est né? Quel était l'objectif principal? Le PIB est né par l'intermédiaire de Simon Kuznets, qui travaille aux États-Unis au National Bureau of Economic Research dans les années 1930. Donc, l'objectif principal, c'était d'inclure la production totale dans un pays sur une période donnée. Donc, cette procédure, cette méthode a été révisée par la suite pour prendre en compte des activités, les activités qui contribuent à la fois aussi bien positivement que négativement au bien-être. Alors que Kuznets, à la base, son objectif, c'était d'inclure des activités qui ont un impact positif sur le bien-être. Donc aujourd'hui, le produit intérieur brut prend en compte aussi bien les activités destructrices comme la destruction de la forêt, et également oublie certains aspects de la vie qui sont très, très, très importants pour l'équilibre de la société, comme par exemple les questions d'inégalité. Le PIB n'inclut pas ces facteurs, le réchauffement climatique, l'endettement des ménages, la question de santé. Il y a vraiment un certain nombre de facteurs très importants pour l'équilibre de la société dont le PIB ne parle pas. Donc, c'est la raison pour laquelle de plus en plus de voix s'élèvent pour vraiment
à inviter les nations à revoir la conception de la croissance parce que le PIB est beaucoup focalisé sur le marché, sur l'offre, la demande, sur les activités économiques et oublie assez de facteurs très importants. Et lorsqu'on observe la croissance globale à travers le monde depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que le PIB de la planète a doublé. Mais dans la même période, la dégradation des ressources naturelles a plus que triplé. Donc, la question n'est pas l'expansion du PIB, mais le coût de cette expansion. Il ne s'agit pas de croître, mais plutôt de croître à quel coût. S'il faut détruire sa forêt pour augmenter son produit intérieur brut, dans ce cas, cette croissance n'est pas soutenable. Donc, c'est la raison pour laquelle les économistes, les économistes de l'environnement, en tout cas, le monde de la recherche et de la politique invite de plus en plus les pays à aller au-delà du produit intérieur a inclus la fondation même de l'expansion de la société, la fondation du bien-être. Et c'est en cela que la richesse inclusive, ou en anglais inclusive wealth, euh, des fois on le nomme comprehensive wealth ou la richesse compréhensive, qui prend en compte cinq piliers fondamentaux. On a le capital humain, on doit prendre en compte les questions d'éducation, les questions d'emploi, on a également le capital physique qui inclut les infrastructures, que ce soit les routes, les aéroports et autres. On a comme troisième pilier le capital naturel. Et le capital naturel inclut la biodiversité, la forêt, le climat, ainsi de suite. On a également le capital financier. Le capital financier est relatif au niveau d'endettement du pays vis-à-vis du reste du monde. Et ça, c'est un facteur très important. Les pays comme le Canada, les ménages au Canada, par exemple, sont beaucoup endettés. Donc, il y a l'endettement national, également l'endettement au niveau international. Et le dernier pilier, c'est le capital social. On doit prendre en compte le niveau de cohésion sociale de la société, le niveau de confiance que les individus mettent au niveau de les institutions, le niveau de confiance sur les voisins et autres. Donc, tout cela rend dans ce qu'on appelle comprehensive ou inclusive wealth. Donc, avoir ces deux outils, d'un côté le PIB ou comprehensive wealth ou richesse inclusive, de l'autre côté, permet aux politiques d'avoir une décision, d'avoir une politique un peu équilibrée parce que le PIB se focalise sur le court terme alors que la richesse inclusive se focalise sur le long terme. D'accord, ok. Oui, oui, ça paraît assez logique et en fait, on voit bien la complémentarité, absolument. Et est-ce que cette notion de richesse inclusive, est-ce qu'elle est à ce stade globalement acceptée pour venir un petit peu sur l'histoire de cette conversation? Est-ce que c'est une conversation qui existe depuis un moment, même si justement il y a de plus en plus de personnes qui commencent vraiment à y prêter attention? Est-ce que par exemple la pandémie a impacté cette conversation, a accéléré cette conversation pour revenir un peu sur le fil? Ouais. Il faut dire que de façon générale, de plus en plus de pays se rendent compte, comme on a mentionné précédemment, qu'il faut aller au-delà du PIB. Ça, c'est une acceptation vraiment globale. La question maintenant, c'est aller vers où? Parce qu'on a assez d'indicateurs. Donc, en ce qui concerne la conversation, l'impact de la pandémie, surtout à partir de la pandémie, les voix ont été de plus en plus nombreuses concernant les limites du produit intérieur brut parce que la pandémie a permis de se rendre compte vraiment que le marché à lui seul ne peut pas expliquer tout. On a par exemple ONU Femmes qui a estimé que pendant la pandémie, les femmes à travers les activités à la maison, assistance des enfants, ménage et autres, ont fourni autour de plus de 512 milliards d'heures supplémentaires à la maison pour les activités vraiment, qui ont permis à la société de surmonter cette pandémie. Les hommes également ont contribué avec les activités ménagères également. Mais la mesure a été plus focalisée sur les femmes parce que les femmes avaient fourni beaucoup plus d'efforts. Donc, vous voyez qu'on a 512 milliards d'heures supplémentaires qui ont été effectuées à travers dans les tâches ménagères, mais euh, aucun de ces sujets n'est abordé lorsqu'on parle de croissance économique. Le PIB ne tient pas compte de tout cela.
Donc, c'est vraiment un véritable problème. On a également les pays qui ont réussi à surmonter la pandémie à travers les mesures de confinement qui ont eu vraiment moins d'impact. Ces pays-là ont une caractéristique commune. Beaucoup de ces pays ont une caractéristique commune et cette caractéristique, c'est le capital social. On a par exemple le Vietnam et les États-Unis. Les États-Unis, le produit intérieur brut du Vietnam est autour de 1% par habitant. Le produit intérieur brut par habitant autour de 1% de celui des États-Unis. Mais à la date du, je crois, 22 septembre 2020, par là, le Vietnam avait enregistré 35 décès, alors que les États-Unis avaient enregistré plus de 200 000 décès. Donc, pourquoi cette différence? D'un côté, on a un pays qui est beaucoup capitaliste, les États-Unis, où la confiance aux institutions manquait beaucoup. Les mesures de confinement, les gens ne respectent pas trop, même le port du masque et autres. Il y avait même des marches contre le port du masque, tout ça, la fermeture des activités autres, alors que de l'autre côté, les pays comme le Vietnam et d'autres pays dans la région qui ont un capital social assez élevé, qui étaient plus ouverts à écouter les instructions du gouvernement, ont réussi vraiment à surmonter cette pandémie. Lorsqu'on fait la comparaison, on se rend compte que le Vietnam a fait plus de 1700 fois mieux que les États-Unis à contenir la pandémie, malgré que le Vietnam a un petit produit intérieur brut. Donc, cela a permis vraiment de changer le discours au niveau de la croissance économique et dire qu'il faut prendre en compte certains facteurs comme le capital social et également d'autres composantes qui rentrent dans le cadre vraiment du patrimoine ou de la richesse inclusive. D'accord, merci. Oui, c'est très bien expliqué, merci beaucoup. Et effectivement, c'est des choses dont j'avais entendu parler personnellement, mais j'avais pas forcément, enfin, on fait pas forcément le lien entre les connexions exactement entre sur le plan économique, ces différents faits qui se passent et comment est-ce que comment mieux comprendre le big picture. Et donc, c'est hyper intéressant Ouais. de voir que ces événements effectivement nourrissent la conversation sur aussi voilà, le PIB et la richesse inclusive et toutes ces plus grandes échelles de mesure. Ouais, effectivement. Et là, pour revenir sur le moment présent et aussi l'avenir, donc il y a plusieurs événements qui se passent avec des conversations sur le sujet. J'ai vu passer le High Level Political Forum qui se passe en ce moment, je crois. Donc j'adorerais savoir un petit peu si vous avez déjà un peu de retour à partager avec nous. Et je ne manquerai pas de mettre le lien parce que j'ai vu juste avant qu'on fasse l'entretien que le 25 juillet, il y a un petit débrief. Et aussi, quelles sont vos attentes pour le sommet du futur qui a lieu l'année prochaine, en 2024? Quels sont les espoirs, les attentes de ce sommet? Donc, Bah, oui, ok, merci. Au niveau du High Level Political Forum, malheureusement, je n'ai pas pu assister. Il y avait également IZ également avec ces événements, je n'ai pas pu, mais je crois on aura également un événement le mardi qui suit la semaine prochaine, voilà, où on pourra avoir assez de feedback sur l'événement. Voilà, donc je pense que j'aurai vraiment beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais de façon générale, il faut dire que le constat est le même. Il n'y a pas vraiment assez de progrès véritable au niveau des objectifs de développement durable. Le climat il y a eu un peu de progrès au niveau des objectifs relatifs à l'environnement. Voilà, objectif 13, le climat et également 14, 15, tout ce qui est relatif au climat et à l'environnement. Donc, voilà, il y aura un peu plus de détails sur le forum et on espère vraiment que les pays pourront fournir encore beaucoup plus d'efforts parce qu'on est à 7 années des objectifs de développement durable et les efforts doivent être accentués, accélérés afin qu'on fasse un peu plus de progrès parce que atteindre l'objectif il est quand même difficile d'atteindre l'objectif, mais on compte vraiment à faire d'énormes progrès avant de revoir vraiment nos objectifs en 2030, s'il faut les conserver ou s'il faut prolonger le délai. Alors, l'année prochaine, c'est le sommet du futur. Ce sommet organisé par le secrétariat général. Et l'objectif, c'est de réunir la société civile, également les leaders politiques à travers le monde, les gouvernements, réfléchir sur les défis auxquels sont posés l'humanité, et également revoir l'engagement des nations vis-à-vis des objectifs de développement durable, et également au niveau de la Charte des Nations Unies. Et plusieurs thématiques seront abordées et ce sommet sera vraiment différent des sommets où vraiment tout est limité au simple parler, mais plutôt avoir des actions concrètes.
plusieurs thématiques seront abordées en profondeur et l'objectif, c'est d'avoir un plan d'action global dans plusieurs domaines. On a des domaines comme, je vais dire, l'emploi des jeunes qui va constituer un facteur très important, plutôt l'inclusion des jeunes au niveau des décisions publiques, au niveau international. On a également les mesures du progrès et c'est là que le PIB va intervenir. Il y a également l'architecture financière internationale qu'il faut revoir. Il y a également un nouvel agenda mondial pour la paix, il y a la transformation de l'éducation, il y a en somme une dizaine de thématiques qui seront abordées et l'idée c'est qu'à la fin de ce sommet, qu'il y ait un agenda commun qui soit élaboré pour l'humanité afin qu'on puisse faire face plus efficacement aux défis. D'accord, ok. Oui, à l'agenda assez serré que nous avons. Ouais. Euh, Et une super. petite précision, le sommet sera l'année prochaine. Je crois que Mhm. c'est le 23 septembre 2024, si j'ai bonne mémoire. 22-23 septembre 2024 D'accord, à génial. New York. Ouais. J'hésiterai pas à mettre aussi des liens pour plus de détails absolument en bas de la vidéo. Et donc, par rapport à, en général, mais aussi par rapport à ce sommet, en fait, peut-être du futur qui a lieu l'année prochaine, comment est-ce que concrètement ISD, votre organisme, contribue concrètement, comment fonctionne votre organisation pour avoir une idée? Parce que c'est tellement vaste, toutes les missions que vous avez, que Ouais. c'est un peu flou. Donc, comment je sais que donc, vous avez des bureaux à Ottawa, à Genève, comment est-ce que concrètement alors, ça se passe, votre travail au quotidien? Alors, IZ travaille dans plusieurs domaines. On a une section événements à travers un département qu'on appelle Bulletin Unité, qui se charge de la couverture de tout ce qui est événement dans le domaine du développement durable ou couverture médiatique. Donc, ASI sera au sommet à travers ce département. Donc, l'événement aura une bonne couverture médiatique. Également, au niveau de la recherche, ASI a produit beaucoup de rapports sur le sommet sur chacun, soit un, soit plusieurs aspects des thématiques qui seront abordées durant le sommet. Donc, à ce sujet, toute personne intéressée peut simplement aller sur Google ou sur le site de ASD, simplement taper ASD, Summit of the Future, d'aller voir un certain nombre d'articles qui ont été rédigés, comme ça a été le cas sur le produit intérieur brut latique qui a été rédigé, que j'ai rédigé il n'y a pas tellement longtemps. Donc, l'idée, c'est de encourager les gens à être de plus en plus intéressés sur cette thématique, préparer l'opinion nationale, internationale, afin que ce sommet-là soit un succès. Et D'accord. également, soit pendant le sommet ou avant le sommet, on compte organiser, si tout se passe bien, un séminaire ou un webinaire pour aborder certains de ces sujets. D'accord. Donc, un vrai travail de sensibilisation, de promotion pour inclure un maximum de personnes dans la conversation. Ouais. Et alors là, c'est vraiment en tournant dans la conversation, mais j'avoue que c'est quelque chose aussi pour lequel j'étais curieuse et je me demandais avec votre expertise, est-ce que de votre point de vue, de votre expérience, vous vous êtes rendu compte qu'il y a certains pays qui ont tendance à vraiment mener la barque sur cette conversation? Est-ce qu'il y a des pays plus un peu leaders, voilà, sur ce thème? Ah, très belle question. Il faut d'abord noter que l- cette conversation sur le produit interweb ne date pas de maintenant. Il y a plusieurs leaders qui ont vraiment euh, abordé le pas, qui ont vraiment fourni des efforts initialement. On a notamment John Kennedy dans les années 1968 qui a fait une déclaration assez pertinente à l'Université de Kansas où il a critiqué fortement le produit intérieur brut, comme quoi le PIB ne prenait pas en compte l'éducation, la santé, la beauté de la poésie américaine. En somme, le PIB mesurait tout sauf ce pourquoi les Américains sont fiers. Donc, l'idée, c'était de voir une révision du PIB à les États-Unis également, d'autres pays, mais malheureusement, il y avait une forte période de silence où le PIB était toujours présent. Donc, on est passé à une autre étape où
on est allé au-delà du PIB. Il y a eu un certain nombre d'indicateurs, notamment l'indice de développement humain qui a été développé. Mais malheureusement, ces indicateurs, bien vrai, bien que nécessaires et très importants au niveau de la politique, sont élaborés par les institutions et non par les pays. Donc, les institutions élaborent ces indicateurs, ils les soumettent au pays. Donc, en termes d'utilisation pour la politique, pour la programmation budgétaire et autres, il n'y a pas tellement, l'intérêt n'est pas aussi fort que si vraiment c'était le cas inverse, c'est-à-dire que c'était le pays eux-mêmes qui développait ces indicateurs. Donc, récemment, il y a eu plusieurs étapes qui ont été, il y a eu plusieurs efforts qui ont été fournis par certains pays, notamment on cite Bhoutan qui a son indicateur de joie qu'on appelle le Gross Happiness Index. Donc, à la suite, il y a à part au Bhoutan également, il y a les États-Unis récemment qui veulent inclure le capital naturel dans leur euh, 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 statistique nationale. Également l'Angleterre. Il y a aussi, il y a également, actuellement, nous travaillons sur trois pays. Nous travaillons sur l'Éthiopie, l'Indonésie, Trinidad et Tobago dans les Caraïbes. Donc, on espère qu'à la fin de l'année, ces pays auront leur rapport et leurs mesures et serviront vraiment de leader dans leur région parce qu'on a un pays par continent. Donc, on espère que ces pays serviront des leaders dans leur région. Donc, ce sont là quelques pays qui ont vraiment, qui sont, que je disais, des petits leaders, voilà, dans le domaine. La Nouvelle-Zélande également a son indicateur de bien-être et la Nouvelle-Zélande a même inclus l'indicateur dans sa programmation budgétaire, dans sa politique budgétaire, c'est-à-dire qu'elle dirige une partie de son assistance à la population par le biais de, cette, de cet ensemble d'indicateurs de bien-être. Donc, ces pays ont quand même fourni assez d'efforts, mais on espère qu'à l'issue du sommet du futur, on puisse avoir un système vraiment un peu, je dirais, harmonisé. Parce que, comme vous pourrez le constater, hein, les pays ont leur approche de façon individuelle, mais on espère qu'on puisse avoir un agenda commun qui puisse être similaire au PIB, parce que l'avantage du PIB, c'est il est unique. Et la comparaison de pays est très facile. Donc, il faut qu'on aboutisse à un système pareil. Mais cela passe par l'intérêt des pays. Cela passe par la sensibilisation et ce sont ces efforts-là qui sont menés actuellement. Oui, absolument. Et peut-être pouvoir comparer justement les initiatives qui ont déjà été mises en place ici et là, voir ce qui fonctionne, Ouais, etc. Super intéressant. ouais. Merci, j'ai appris plein de choses en une période très courte, c'est fantastique. Et une autre question, c'est un peu subjectif comme question, mais votre ressenti pour ce sommet du futur de 2024, est-ce que vous avez plutôt bon espoir qu'on va aboutir, même au-delà du sommet, on est vraiment dans la bonne direction, ou est-ce que au ASD, il y a plutôt un climat d'inquiétude ou peut-être les deux qui se combinent, je sais pas, c'est très subjectif comme question, mais c'est juste un peu tester le... Ouais, ouais. Bah, c'est vraiment une très belle question parce que d'abord, il y a l'intérêt qui est là. Maintenant, c'est le how to, comment, c'est là la question. Donc, je pense que le sommet du futur sera une étape majeure, c'est-à-dire les bases, la fondation sera établie. Maintenant, en ce qui concerne la mise en œuvre, je pense il va falloir un peu de temps, non seulement parce que pour réformer l'architecture des pays, c'est vraiment une procédure assez longue. Donc, d'abord, la base, la fondation y est, et étape par étape, les pays pourront avancer, pourront fournir des efforts pour aboutir à quelque chose d'unique. Il faut également des compromis parce que certains pays sont habitués à leurs indicateurs à eux. Je pense par exemple Bhoutan qui a son indicateur qui est composé d'un nombre assez élevé. Et Bhoutan a également utilise cet indicateur depuis un certain nombre d'années. Pareil pour la Nouvelle-Zélande et d'autres pays. Donc, à- abandonner cet indicateur vers d'autres sera vraiment un grand défi. Donc, il faut des compromis. D'un côté, il faut que les Nations Unies utilisent la méthode. Également, il faut que les pays également soient disponibles à faire des concessions parce que cela va de l'intérêt de l'humanité.
lorsqu'on a un cadre d'analyse, un cadre unique de comparaison entre pays, cela facilite vraiment la programmation de l'aide au développement, par exemple, l'allègement de la dette. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages. Donc, on espère vraiment que le sommet du futur sera établi une bonne base au moins. D'accord, ok, absolument. Et une dernière question, en espérant qu'on puisse finir sur une note encourageante et positive. En tant qu'individu intéressé par cette thématique, est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle et si oui, qu'est-ce que c'est? Ah, à notre niveau, bah, je pense on doit continuer de s'informer, continuer à lire et puis Sensibilisation. voilà, sensibilisation et puis Oui. vraiment changer notre façon de concevoir la croissance. Et lire, surtout lire et puis être vraiment informé, être également engagé au niveau national, engagé sur les questions d'environnement, questions sociales, contribuer autant qu'on peut. Tout cela va nous permettre vraiment de changer notre conception de l'économie. Dit que chaque action qu'on mène maintenant aura des conséquences dans l'avenir, donc il faut avoir une vision un peu équilibrée des choses, de court terme et de long terme. Également, un livre et que je recommande fortement de lire, c'est un livre écrit par David Pilling D'accord. et publié en 2018. Le livre s'intitule Growth Disillusion ou La délusion de la croissance. C'est un livre extrêmement, j'adore ce livre. Le livre est très simple. Malheureusement, c'est en anglais pour le monde francophone. Je ne sais pas si le livre est en français, mais vraiment, c'est un livre vraiment intéressant qui explique de façon très simple le problème du produit intérieur brut et comment est-ce qu'il faut changer notre conception des choses avec des exemples de la vie quotidienne. Donc, moi, j'adore ce livre. Je peux lire ce livre-là jusqu'à, je ne sais pas combien d'années, je ne vais pas hésiter. Donc, ce sont des moyens vraiment qui vont nous permettre de contribuer indirectement au sommet. Je ne sais pas s'il aura une opportunité pour le public d'assister. Bah, si vraiment cette opportunité se présente, bah, il ne faut pas hésiter à vraiment à y assister, hein. Mhm, absolument. Super. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et puis, j'hésiterai pas à rajouter tous les liens pour plus de contenu par rapport à notre conversation. Merci beaucoup pour Pas de votre problème. Merci bien, Eloïse.